Du coup, on va reprendre avec la seconde conférence qui sera donnée par Benjamin Spark, euh, qui est artiste peintre. Je voulais simplement recontextualiser un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc ici, on est dans le cadre de Museum Lab, donc le laboratoire des musées de la ville de Mons, un projet FEDER. On est là pour tester, ouvrir le dialogue, discuter de tout ce qui est blockchain, NFT, art, etc. Et il faut savoir que la conférence précédente de Sarah Bouraga et cette conférence-ci de Benjamin, elle est labellisée Network Click. Le Click, c'est une plateforme d'innovation ici à Mons. Ce sont en fait nos partenaires dans l'écosystème des ICC montois, qui accompagnent aussi des porteurs de projets qui veulent développer des projets. Et ça regroupe en fait un hub, un Fab Lab et un Living Lab. Voilà. Donc si vous souhaitez plus d'informations, Aline qui vous accueillait à l'entrée fait partie du CLIC. Voilà, donc je laisse la parole maintenant à Benjamin. Il y aura une petite présentation et puis on aura à nouveau des séances questions-réponses. Voilà. Merci beaucoup. On va parler donc d'art et de NFT avec ce titre que l'on m'a donné, que je trouvais assez intéressant. Que peuvent faire les NFT pour les artistes? Bonne question que beaucoup de gens se posent, que beaucoup d'artistes se posent, avec soit enthousiasme ou inquiétude. On va évoquer les deux aspects du sujet. Pour me présenter rapidement, comme il a été dit, je suis artiste peintre depuis un peu plus de 15 ans maintenant, presque 20 ans. Avant, j'étais déjà dans la technologie, j'avais monté une entreprise qui faisait des sites web avant d'être artiste, quand j'avais 25 ans. Et puis j'ai tout plaqué pour devenir artiste. Il fallait absolument que cette créativité qui était en moi, qui bouillait en moi, sorte. Et puis, donc ça c'est mon Instagram. On va parler des réseaux sociaux, évidemment, parce que c'est la première façon dont on rentre dans le digital. Et on verra que le NFT, c'est une façon de prolonger et d'approfondir sa présence digitale. On va parler de tout ça. Et puis, donc ça, c'est mon Instagram. Donc je fais de l'artiste, donc je fais de l'acrylique sur toile, principalement. Et puis j'ai exploré l'art digital, on va en parler. Et ça fait plus de 2 ans maintenant que je suis dans la sphère Web3. Alors on parle du Web3. Le Web3, ça englobe la blockchain, les NFT, la crypto et le métaverse. J'ai aussi 2 podcasts. J'ai un podcast qui s'appelle NFT Business, qui parle des applications, des use cases dans l'entreprise, parce que c'est aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup, l'entreprise. Donc, et j'essaie de mettre ma créativité au service des interrogations des entreprises. J'aime beaucoup ça. Donc, premier podcast et deuxième podcast, plus à propos aujourd'hui, qui s'appelle L'art du NFT, que vous trouverez sur Spotify, iTunes, etc. Et dans ce podcast, on reçoit, nous sommes 3 à l'animer, on reçoit des artistes traditionnels qui se plongent dans les NFT ou des artistes purement digitaux qui évidemment connaissent bien les NFT. Et en fait, j'avais envie de changer le titre. Je me suis dit, les NFT, donc c'est plutôt que peut faire le digital pour vous les artistes, ou pour les artistes, ou pour les musées, ou pour les institutions, ou pour les collectionneurs aussi. On va en parler. Pourquoi? Parce que le NFT, c'est le prolongement du digital. Je dirais, c'est du digital sous stéroïde. C'est une façon d'accélérer sa présence digitale et c'est une façon d'accélérer sa carrière aussi. Parce que vous voyez, je vous le mets en grand, faites comme les grands artistes. Prenez votre carrière en main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les grands artistes n'ont pas attendu ni le digital, déjà au XVIe siècle, Rubens, Rembrandt, etc. Les grands artistes s'occupaient de leur carrière. Et s'occuper de sa carrière, ça veut dire s'occuper de son image, s'occuper de son marketing, s'occuper des photos maintenant qui paraissent. Occupez-vous aussi du relationnel que vous avez avec les autres artistes, avec les galeristes, avec les gens du monde de l'art. Occupez-vous de votre carrière. Et en fait, le digital, j'ai remarqué depuis 8 ans, moi, que je parle des réseaux sociaux à tous les artistes en disant « il serait temps que tu ouvres ton compte Facebook ». Après, je leur disais « il serait temps que tu ouvres ton compte Instagram ». Et les artistes me disaient « mais non, mais j'ai pas le temps, je suis là pour créer, seul, dans mon atelier, face à moi-même, face à la plénitude des éléments, etc. » Je dis « oui, ça c'est bien, mais la plénitude des éléments, il faut aussi que les gens sachent que tu existes et que ton travail se confronte aux autres. » Parenthèse, beaucoup de gens me disent quand je fais des vernissages « ah oui, mais alors pour toi, artiste, quand les œuvres quittent ton atelier, ça doit être un déchirement de laisser partir tes enfants. » Non. Au contraire, moi je ne fais pas de la peinture que pour moi, je fais de la peinture pour me connecter aux autres. Donc j'ai absolument besoin que mes œuvres quittent l'atelier, que je rencontre le regard des collectionneurs, des autres, et que je me confronte au regard des autres, qu'ils aiment pas, à la limite, peu importe, mais au moins qu'il y ait une réaction.
Le pire, c'est quelqu'un qui regarde un tableau ou une sculpture qui dit oh, ça m'évoque rien du tout, je ne peux même pas vous dire ce que j'en pense. Ça, c'est le pire. Et je leur dis toujours, est-ce que vous imaginez un comédien qui vous dit non, non, moi je joue la comédie que pour moi, devant mon miroir. Ça n'a pas de sens, un comédien il doit être sur scène devant des spectateurs. L'artiste c'est pareil. Et donc le digital, je dirais, précipite ce mouvement. C'est-à-dire que les artistes avec le digital peuvent vraiment prendre leur carrière en main et de manière plus facile qu'avant. Avant, il fallait vraiment bouger, quoi. Souvenez-vous, les peintres modernes, les Picasso, etc., Modigliani quittaient leur pays pour arriver à Paris, qui était la seule place de l'art en Europe. Ils quittaient femmes, enfants, le foyer, tout, et ils se mettaient en danger. Donc, ils prenaient leur carrière en main. Donc, aujourd'hui, il faut se mettre en danger et il faut investir le digital. Investir le digital, pas pour arrêter ce qu'on fait, pas pour arrêter la peinture ou la sculpture. Au contraire, le digital ne mangera pas le réel. Ça, j'entends ça tout le temps. Moi, ça fait 2 ans maintenant que je donne des formations sur le Web3, les NFT, les cryptos même. Et à chaque fois, c'est la même. On me dit à chaque fois oui, mais alors vous êtes en train de nous expliquer que le réel va disparaître. Et ça, souvenez-vous, Facebook, quand c'est arrivé il y a 10 ans, on entendait la même chose. Hein. Ah, on n'aura plus d'amis réels, on n'aura que des amis virtuels sur Facebook. Est-ce que c'est la réalité? Non. Les artistes me disaient si je mets mes œuvres sur Instagram, d'abord on va me les piquer, on va me copier, et puis je vais perdre le lien avec les galeries, etc. Est-ce que c'est la réalité? Non. Instagram a fait découvrir des milliers, des centaines de milliers d'artistes. Instagram a boosté la carrière de milliers d'artistes. Et les galeristes aussi sont sur Instagram, et d'ailleurs ça crée parfois des conflits entre les galeristes et les artistes, parce que les deux sont sur Instagram en même temps, donc les deux communiquent en même temps. Mais à la limite, il vaut mieux avoir un lien d'égalité quand on est artiste avec une galerie, en lui disant, moi, artiste, j'ai ma communauté, je n'ai pas toujours besoin d'une galerie, je n'ai pas toujours besoin de vous pour exister. Donc on va voir comment, dans les NFT, dans le digital en général, les deux coexistent très bien. Et je vais vous montrer comment votre travail physique peut exploser grâce au digital en restant toujours dans le monde physique. Alors ça m'amuse les NFT, les gens disent j'ai acheté un NFT. Ou alors j'adore les NFT, ou alors je déteste les NFT, c'est horrible. Mais le NFT, c'est ça, c'est un certificat d'authenticité. Est-ce que quelqu'un vous dit j'adore les certificats d'authenticité, j'en ai acheté un l'autre jour, c'est canon, tu vas voir, je vais te le montrer. Non, donc c'est un abus de langage, je pense que vous avez compris, mais je fais exprès de vous provoquer un peu pour vous dire on n'achète pas un NFT. Un NFT, c'est un certificat d'authenticité et de propriété inscrit sur un réseau informatique qui s'appelle la blockchain. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qu'il y a derrière le NFT. Le NFT certifie quoi? Eh bien, certifie un fichier digital. Un fichier digital, c'est pas qu'un JPEG. Hein. C'est un MP3, du son, de la musique. Donc pour les chanteurs, pour les groupes, pour la musique, c'est en train de révolutionner. C'est du MP4, c'est de la vidéo. On va en regarder un petit peu. Dans le monde du business, c'est des PDF, c'est des Excel, des Word, etc. Donc vous pouvez progressivement valider et certifier vos fichiers digitaux grâce aux NFT. Vous voyez que tout le monde a pris son travail en photo. Tout le monde a un appareil digital et tout le monde fait des photos de ses sculptures, de ses tableaux, de ses installations, etc. Donc tout le monde appréhende déjà le digital. Vous êtes déjà dans le digital quand vous faites ça, en fait. Et encore plus quand vous importez cette photo dans votre Photoshop. J'imagine que certains le font. Et dans Photoshop, vous faites les réglages de lumière, d'intensité, de contraste. Et puis parfois vous vous dites, tiens, mon tableau, je vais le mettre sur un grand mur blanc type galerie, avec un sol en béton. Vous voyez, moi j'adore faire ça aussi, avec des spots, etc. Et puis quand je vais poster ça sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, je vais montrer mon tableau en situation, ou ma sculpture en situation. Mais vous êtes en train de créer un monde virtuel, en fait. Et ensuite, vous le postez sur vos réseaux sociaux. Et vos réseaux sociaux, c'est déjà un double digital de vous-même. Si vous réfléchissez bien, votre compte Instagram, ou TikTok, hein, je suis sûr qu'il y en a qui sont sur TikTok, et peut-être sur Facebook, pour les plus anciens, j'allais dire. Moi, j'ai mon compte Facebook depuis plus de 10 ans, et en fait, Facebook, ça marche très bien encore, hein, rassurez-vous. Donc vous postez sur les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, c'est un double digital de vous-même. Parce que qu'est-ce que vous mettez sur les réseaux sociaux? Vous ne mettez pas toute votre vie, hein. Vous ne mettez pas toutes vos œuvres. Vous mettez une sélection de vos œuvres, vous mettez une belle photo de vous-même en train de peindre ou de sculpter.
Vous mettez une belle photo de vos pieds quand vous êtes en vacances au bord de la piscine, etc. Donc vous êtes déjà projeté dans le digital, en fait, mais vous n'avez pas vraiment réalisé. Donc les NFT vont vous faire réaliser que vous êtes vraiment dans je dirais, dans une schizophrénie où vous avez votre monde réel, mais vous avez besoin de votre monde virtuel pour vous faire connaître, pour se connecter aux autres, pour trouver de nouveaux collectionneurs et pour asseoir votre crédibilité et votre carrière. Qui ne connaît pas Beeple ici? Alors, ok, bon, il y en a beaucoup qui... La moitié connaissent, l'autre moitié connaissent pas. En fait, Beeple, c'est cet artiste américain qui s'appelle Mike Winkelmann. Et il a fait connaître les NFT mondialement en mars 2021. Donc, vous voyez, c'était début de l'année dernière. Et moi, je lisais la presse, donc dans toute la grande presse nationale, même à la télé, on disait un artiste digital a vendu ça, un grand JPEG en NFT pour 69 millions de dollars. C'est un prix complètement hallucinant. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. En fait, cette grande image est constituée de 5000 œuvres digitales. Donc, Beeple, depuis 2007, donc depuis plus de 13 ans, 14 ans, crée une œuvre digitale tous les jours, absolument tous les jours, pendant 13 ans. Donc ça a fait 5000 jours, 5000 œuvres. Et Christie's est venu le voir en disant « mais c'est génial, on adore l'idée, on va agréger ces 5000 œuvres, ça fait 5000 images, on va les agréger dans une seule grande image, et on va proposer ça aux enchères publiques, adossé à un certificat NFT qui sera payable en crypto-monnaie. » Donc Christie's, en un mois, au mois de mars, a complètement cassé tous les codes des enchères en proposant une œuvre purement digitale, d'abord, première fois. Inscrite sur la blockchain, première fois. Payable en crypto-monnaie, c'était la première fois. Et des enchères publiques à distance, en plus c'était en plein confinement. Donc il y avait vraiment tous les ingrédients pour booster les NFT dans la presse nationale. Et donc ça, c'est une œuvre de Beeple qui est, je vous encourage à checker Beeple. Il y a une autre œuvre que je vais vous montrer de cet artiste américain. D'ailleurs, ça a été acheté par un Indien qui s'appelle Metakovan. En fait, Metakovan, c'est son pseudo. Et ce qui est amusant dans les NFT, vous allez voir, tous les artistes quasiment ont un pseudo, un avatar, et tous les collectionneurs ont des avatars aussi. Ça, c'est assez nouveau. Ça vous précipite aussi dans un double digital. En fait, j'appelle ça d'ailleurs un avatar à dessin, parce qu'un pseudo, c'est déjà une projection de soi-même dans le monde digital. Donc les collectionneurs aussi se projettent dans le monde digital et commencent à collectionner des œuvres digitales. Mais pas que. Et je vais vous montrer que ces collectionneurs-là s'intéressent maintenant beaucoup aux œuvres physiques. Parce qu'en fait, il y a un transfert d'éducation du monde digital vers le monde réel. Ce qui s'est passé avec les NFT, c'est que du jour au lendemain, sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, je vais vous montrer Twitter, on va en reparler, c'est vraiment la place des NFT. Sur Twitter, les artistes digitaux qui ne connaissent rien à l'histoire de l'art, voire même qui méprisent les modernes, ont commencé à vendre leur travail, gagner de l'argent en NFT, etc. Et on les a appelés des artistes. Et ils se sont dit, mais non, moi on m'a toujours dit que j'étais un graphiste. Et puis d'un seul coup, ils deviennent des artistes. Et puis les gens qui achètent ce travail-là, on leur dit, non, non, tu n'es pas un acheteur d'art digital, tu es un collectionneur. Et les gens se disent, ah, je suis un collectionneur, la classe. Mais alors si je suis un collectionneur, je vais m'intéresser, il faut que je connaisse un peu l'histoire de l'art. Et donc ça les précipite dans l'histoire de l'art moderne. Et puis après, ils remontent 18e siècle, 17e siècle, etc. Et maintenant, ils s'intéressent beaucoup à l'art physique. Donc voyez comme les NFT peuvent vous amener des gens qui aiment l'art digital dans votre travail. Vous pouvez les amener à aimer votre travail physique. Rapidement, la blockchain Ethereum, ça je pense que vous savez. Donc le NFT, c'est un bout de code informatique, c'est un token, peu importe, c'est un jeton, c'est du code qui tourne sur une blockchain. La blockchain, il faut juste comprendre, et là on n'a pas le temps, mais il faut accepter l'idée que c'est complètement inviolable et qu'on ne peut pas hacker une blockchain. Et c'est pour ça que la crypto-monnaie fonctionne, en tout cas qu'il y a des gens qui s'intéressent beaucoup à ça, et que les NFT fonctionnent. Quand vous avez enregistré sur la blockchain Ethereum, qui représente 80% du transfert des échanges de NFT, quand votre œuvre est validée, je veux dire, est inscrite dans la blockchain Ethereum, vous pouvez être certain et certaine que ce sera inviolable. Et a priori pour très longtemps. Ethereum est en train de devenir un véritable standard, tout comme l'Internet est devenu maintenant un standard mondial.
Donc là, sur la blockchain Ethereum, il y a un token qui tourne, une crypto-monnaie qui s'appelle Ether. Et cet Ether, c'est ce qui va rémunérer les gens qui vendent des NFT et c'est ce qui va permettre d'acheter aussi des NFT. Donc c'est la monnaie d'échange dans cet univers-là. Après, rassurez-vous, les Ethers, vous pouvez les transformer en euros. Et après, payer des taxes, évidemment. Non, pas en Belgique. En France, on paye des 30% de taxes si on fait des bénéfices sur les crypto-monnaies et qu'on les transforme en euros, mais pas encore en Belgique. Mais ce n'est pas l'intérêt. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous achetez, on est dans un univers digital avec un certificat digital et on paye en digital. Et en fait, ces crypto-monnaies sont sont digital natives, comme on dit. Elles sont faites pour se balader sur des réseaux. Après, il y a on n'a pas le temps d'explorer ici, mais quand vous achetez de la crypto, vous avez aussi un wallet digital, donc vous avez un petit bout de logiciel qui est sur votre ordinateur, qui vous permet de manipuler cet Ether pour aller acheter des NFT, pour les gagner, pour les envoyer par-ci, par-là, etc., etc. En fait, pour vous faire comprendre qu'il y a un écosystème, c'est ça que je veux vous dire. Quand on rentre dans les NFT, il faut quand même comprendre l'écosystème. Quand vous installez Instagram, vous avez quand même compris que ça s'installe sur iOS et que iOS, ça tourne sur un device qui s'appelle un iPhone et que c'est pas pareil qu'Android, etc. Donc vous voyez, vous avez vous aussi déjà une éducation au digital. Vous essayez de comprendre la différence entre un PC et un Mac, ça déjà, maintenant tout le monde le sait. Mais vous voyez qu'il faut rentrer là-dedans. Et ben dans les NFT, c'est pareil, il y a un écosystème. Comprenez que votre NFT, il va être sur une blockchain. Laquelle? Parce que là, je vous parle d'Ethereum, mais il y en a d'autres maintenant. Il y a Tezos, il y a Solana, il y a Polygon. Bon, peu importe, vous ramenez ça chez vous et vous ferez vos recherches. Mais comprenez que ça tourne sur une blockchain, qu'il y a une crypto-monnaie, qu'il faut avoir des outils pour manipuler cette crypto, que d'abord il faut l'acheter avec des euros, puis après vous pouvez apprendre à transformer ça en euros, etc. Donc ça c'est mon travail, j'ai un travail qui s'inspire, donc qui est complètement pop art, qui s'inspire du pop art américain, de Warhol, de Liechtenstein et de Hero. Je ne sais pas si vous connaissez Hero, E2RO, qui est un artiste d'origine, il n'est pas finlandais, il est de Reykjavik, ah oui c'est l'Islande, mais il s'est installé à Paris dans les années 60, et lui il a créé le pop art français. Et donc j'adore cet artiste, donc je m'inspire de ces artistes-là. Tout ça est fait à l'acrylique et aussi à l'aérographe, donc c'est 100% peinture, y compris les lettres. Parce que souvent on me dit mais les lettres, non, ça, les lettres, t'as pas pu faire ça à la main. Si, je fais ça à la main. C'est un peu calligraphique, j'aime beaucoup l'idée. Et je m'inspire aussi des toons, etc. Et quand j'ai compris ce système NFT, c'était à la fin de l'année 2020, tout de suite je me suis dit, c'est peut-être l'occasion pour moi d'aller plus loin dans le digital. Et en fait, mes tableaux, je les prépare dans Photoshop. Donc par exemple, cette sorte de Catwoman, cette Black Cat un peu, en fait, je l'ai conçue dans Photoshop. En prenant un corps ici, une tête ici, des cheveux comme ça, puis après à la palette graphique je fais un tout, et ensuite je prépare mon tableau dans Photoshop, et ensuite sur la toile je vais essayer de reproduire au pinceau la même chose que ce que je vois sur mon écran. Vous voyez, c'est déjà un jeu avec le digital, où j'essaie de faire dialoguer ce que j'ai conçu en numérique avec de la peinture réelle sur la toile réelle. Donc ce petit jeu m'amuse beaucoup. Et avec les NFT, j'ai tout de suite vu que le NFT, ça certifie un fichier digital. Donc je me suis dit, autant certifier quelque chose de purement digital. J'ai repris mon Photoshop. Et vous voyez le fond, donc j'ai repris cette femme-là. Et le fond est totalement, c'est un jeu avec les filtres, etc. dans Photoshop. Mais le fond comme ça, je ne l'aurais jamais peint sur toile. En fait, ça ne m'aurait pas intéressé de peindre ce tableau. En revanche, ça m'a intéressé de le concevoir dans Photoshop, de le concevoir en pur digital. Et donc j'ai exploré les plateformes. Là, c'est la plateforme OpenSea, que peut-être vous connaissez déjà, qui est la principale plateforme pour acheter et vendre des NFT. C'est une plateforme où il y a maintenant, qui est ouverte, hein, tout le monde peut aller minter, comme on dit, minter, ça veut dire créer son NFT. Tout le monde peut aller sur cette plateforme. Vous voyez que je m'amuse à faire ce que j'appelle la Phygital Gallery. En fait, tous mes tableaux physiques qui sont proposés en galerie ont un double digital sur OpenSea. En fait, ça me sert de certificat d'authenticité. Donc je dis aux collectionneurs dorénavant, vous avez un certificat de la galerie, bien sûr, mais chaque œuvre est aussi certifiée sur la blockchain Ethereum à l'aide d'un NFT. Ça permet à terme de tracer le parcours des œuvres. En fait, l'idée, c'est que progressivement, si tous les collectionneurs ont un wallet crypto, un wallet digital, donc ce petit logiciel qui permet d'acheter des NFT, alors progressivement, les gens achèteront comme ça et transféreront le NFT à chaque fois qu'ils vont revendre l'œuvre. Ça permet donc de tracer le parcours de l'œuvre. À quel moment elle a été achetée, revendue, envoyée à qui, etc.
Je m'amuse aussi dans les art tributes à faire, donc ça c'est du crayon de papier enfin du crayon de couleur, pardon, crayon de couleur sur papier, et je les vends en NFT. Donc la personne qui achète le NFT reçoit par la poste la véritable œuvre sur papier. Vous voyez, j'essaie de faire des jeux comme ça, des interférences, des dialogues entre le physique et le digital. Parce qu'en fait sur OpenSea, il y a possibilité de cacher un code secret dans le NFT. Donc une fois que vous l'avez acheté, vous pouvez ouvrir le petit coffre et voir le code secret. Et si vous me donnez ce code secret, vous avez droit à l'œuvre. Parce que je sais que vous l'avez eu, ce code, uniquement en achetant le NFT. Et là, je vous l'envoie par FedEx. Donc je joue avec ça. Et puis ici, il y a d'autres œuvres qui sont pures digitales. Donc quand Christie's a vendu cette œuvre-là en mars de l'année dernière, je me suis intéressé aux ventes chez Christie's. Et vous voyez, chez Christie's, il y a un photographe qui s'appelle Justin Aversano, qui a tout de suite compris le truc et qui, lui, s'est mis à proposer aux enchères beaucoup de ses photographies directement en digital. Alors, en général, les photographes, ce qu'ils font, ils vous vendent l'œuvre digitale et ils vous proposent soit d'avoir la possibilité d'imprimer en haute définition le fichier. Donc, l'acheteur du NFT reçoit un lien Drive et dans ce Drive, vous avez le fichier, la photographie très haute définition. Donc ça, c'est accessible qu'à l'acheteur du NFT. Et quand vous avez ce fichier haute définition, donc soit vous pouvez l'imprimer vous-même avec vos propres moyens, quoi, ou alors l'artiste vous envoie un tirage, etc. Ça, c'est à voir. Mais ce que je veux vous montrer ici, c'est ça. Ça, c'est une capture d'écran d'un catalogue Christie's maintenant. Christie's vous dit, voilà l'artiste, voilà l'œuvre, voilà le tirage, l'année, etc. Et Christie's vous dit, c'est un non-fongible token, donc un NFT, ERC721, ça c'est la technologie Ethereum, pour l'instant on s'en fout. Voilà le numéro du token, c'est un JPEG de 4 mégas et ça a été minté le 27 mai. Et voilà le smart contract adresse. 0x3c28de. Bon, alors ça paraît un peu barbare. Je ne vous demande pas de tout retenir aujourd'hui. Mais comprenez que ça y est, dans des grandes maisons de vente comme Christie's, un peu poussiéreuses a priori, ils se sont mis grave au digital. On peut le dire. C'est-à-dire que le certificat, maintenant, vous appelez, ils vous disent « Ouais, le certificat, c'est 0x3x2742 sur Ethereum. Débrouillez-vous avec ça. » Mais en fait, c'est malin. Parce que Ethereum, c'est un standard mondial. Ce qui veut dire que la personne qui a acheté cette photo et qui veut le revendre à un Japonais ou à un Australien, a qu'à dire au Japonais ou à l'Australien, le certificat, il est là sur la blockchain Ethereum, allez voir, quoi. Et les personnes vont voir facilement. Et je ne sais pas si vous avez l'habitude d'aller sur ce type de genre Etherscan, vous avez des sites web qui vous permettent de voir ce qui se passe sur Ethereum, vous tapez cette adresse-là et vous avez tout l'historique de l'œuvre, enfin en tout cas tout l'historique des transferts de l'œuvre. Donc progressivement, quand tout le monde va adopter ça, tous les artistes, tous les collectionneurs, toutes les galeries, toutes les maisons de vente aux enchères, je ne sais pas si c'est dans 18 mois ou dans 5 ans, mais ça va arriver, c'est évident. À ce moment-là, il n'y aura plus du tout de faux, les fausses œuvres n'existeront plus. Et on ne pourra plus mentir sur une œuvre. Sotheby's, immédiatement après, a suivi le mouvement et fait maintenant des ventes qui s'appellent Natively Digital, a Curated NFT Sale. Donc Sotheby's fait maintenant 2 à 3 fois par an des ventes exclusivement digitales et exclusivement mintées en NFT. Et ça se passe, vous voyez, la première c'était le 10 juin 21, mais il y en a eu cette année 22, il y en a déjà eu 2 ventes comme ça. Et pour vous dire que Sotheby's a pris un pas considérable en avant en faisant des ventes purement digitales. Alors ils font aussi des ventes toujours traditionnelles d'art classique, mais maintenant même les tableaux classiques sont mintés en NFT sur la blockchain. Donc il y a toujours un NFT qui vient avec toutes les œuvres maintenant. Alors quand on a vu ce photographe, vous voyez que le photographe, lui, j'appelle ça, il est NFT ready. C'est-à-dire qu'il fait directement du digital. Donc il peut tout de suite proposer du digital à la vente. Donc en création NFT ready, il y a les photographes là. Moi j'adore cette plateforme qui s'appelle Rhapsody. Je vais les recevoir dans le podcast d'ailleurs le mois prochain. Et vous voyez quand vous cliquez sur une photo, vous pouvez acheter donc cette photo. Ici, on vous dit que le network, c'est Ethereum. On vous dit que le prix est à 1 Ether. Aujourd'hui, l'Ether sur le marché d'échange coûte 1300 €. Donc clairement, ça coûte 1300 € en fait, mais il faut payer en Ether. Vous voyez qu'il y a une édition de 13 sur 73. Donc il y a une édition de 73, c'est la numéro 13.
Non, Mint Available 13. Ah oui, non, c'est une édition de 1 sur 1 et les Mint, c'est le nombre de tokens qu'il y a. Oui, alors ça, c'est une subtilité. La licence est Extended Limited. En fait, cette licence veut dire que vous pouvez imprimer la photo chez vous. Mais vous n'avez pas le droit de la mettre sur les réseaux sociaux sans autorisation et vous n'avez pas le droit de la mettre sur un catalogue, évidemment, et encore moins de la revendre, etc. Il faut l'accord de l'artiste. Vous cliquez sur Mint et ça y est, le NFT est à vous. Alors sur la vidéo, là je vous ai pris un artiste qui mint aussi sur une plateforme qui s'appelle Foundation. Alors moi j'aime beaucoup. Moi ça me fait rire, je ne sais pas vous. Mais, et donc lui il propose ses vidéos en NFT sur une plateforme qui s'appelle Foundation. Alors lui les vidéos, il ne vous propose pas de les downloader sur votre ordi, il vous propose juste de les visionner en fait. Quand vous avez acheté l'œuvre, vous la visionnez et ça se passe bien comme ça. Alors après, vous me direz comment peut-on jouir d'une œuvre digitale comme ça. Donc ça, on en parle à la fin. Mais par exemple, ça donne des idées. C'est-à-dire que un vidéaste va évidemment pouvoir minter des extraits de vidéos comme ça. Dans le monde du sport, il y a eu ça l'année dernière chez les NBA Top Shots. Donc les basketteurs américains ont vendu des extraits de 10 secondes, des vidéos de 10 secondes où ils marquent le panier. Donc il pourrait y avoir ça pour le foot, il pourrait y avoir ça, imaginez pour le foot, le but de Mbappé, par exemple. Donc à ce moment-là, vous dites, non, ici, on ne va pas dire Mbappé, on va dire les Diables Rouges, de Bruyne. Voilà. Donc il marque, et vous l'adorez, et donc vous achetez les 10 secondes de vidéo où il marque le but. Voyez ? Et ça permet, pourquoi on fait ça ? Ça permet de se connecter à un sport qu'on aime, ça permet de se connecter à un joueur, ça permet d'être fier de montrer cet extrait vidéo, vous montrez ça à vos amis, etc. Et voilà comment on appréhende la propriété digitale, qui est un concept radicalement nouveau. Parce que la propriété physique, ça on sait, si je vous dis que c'est mes lunettes, vous allez me dire, bah oui, tu les as en main, c'est tes lunettes. Mais si je vous dis ce fichier informatique, il est à moi, a priori vous me direz non, tu l'as copié-collé. Donc il n'est pas à toi, on ne sait même pas à qui il est, d'ailleurs, on ne retrouvera jamais. Sauf que maintenant, je peux vous dire, il est vraiment à moi, parce qu'il est minté sur Ethereum, et j'ai la preuve que l'artiste, donc que j'ai acheté à l'artiste cette vidéo-là. Donc elle est vraiment à moi. Après, bien sûr, vous pourrez la copier-coller. Hein. Vous pouvez faire des fausses lunettes, vous pouvez faire des faux sacs Chanel, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais pour les gens qui veulent le vrai, moi je veux la vraie œuvre du vrai artiste, alors il me faut le NFT. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Ça aussi, idée pour les artistes, que j'aimerais bien réaliser un jour, c'est faire des vidéos de visite d'ateliers d'artistes. Moi j'adorerais faire des petites vidéos de 2 minutes d'ateliers d'artistes et proposer ça à la vente sur le marché mondial des NFT pour dire aux gens, ben voilà, on a fait une visite d'atelier, on fait une édition de 50 par exemple, et tout le monde peut, si ça les intéresse, acheter une visite d'atelier. Parce que je remarque que les gens adorent, les collectionneurs sont fascinés par rentrer dans l'univers de l'artiste, c'est très intimiste, un atelier. Il y a beaucoup d'artistes qui refusent d'ailleurs qu'on rentre dans leur atelier. Donc là, on pourrait leur dire, on fait un film, et c'est la seule fois où vous laisserez entrer une caméra dans l'atelier, et on la propose en NFT, et ça restera dans l'histoire. Sur l'art purement digital, il y a cet artiste, il y en a beaucoup maintenant, des artistes purement digitaux. En fait, on s'aperçoit que ces artistes-là viennent du monde du graphisme. Et bien souvent, ils avaient un job dans un studio graphique de cinéma, un studio de publicité, de marketing, etc. Et ils faisaient des œuvres le week-end pour eux-mêmes. Et maintenant, avec l'avènement du NFT, puisqu'on peut certifier une œuvre digitale, alors ça crée un marché nouveau. C'est-à-dire que les gens qui aiment, qui se connectent à cet art-là, peuvent d'abord soutenir un artiste. N'oubliez pas que, d'abord, ça ne coûte pas des millions. Hein. Là, on a vu un truc, Beeple, c'était tout à fait exceptionnel. La plupart des NFT que moi j'achète, ça coûte 5 ou 10 euros. Hein. Il y en a plein. Donc, ça permet d'abord d'envoyer un peu d'argent à l'artiste, donc de soutenir son travail. N'oubliez pas, quand on achète une œuvre, c'est pas pour spéculer, hein. On soutient un artiste, hein. C'est très important. Et comme dit la phrase connue, achetez les œuvres tant que les artistes sont vivants, parce que quand ils seront morts, ils s'en fichent. Donc, on se connecte, quand on achète un NFT, on se connecte avec un artiste, on lui envoie de l'argent, on peut le contacter sur Twitter, en disant tiens, je vous ai acheté un NFT, c'est ma première œuvre digitale, je suis content de vous connaître, qu'est-ce que vous faites en ce moment, etc. Donc lui s'appelle Mr. Mizang, il est de Corée du Sud. Et il est allé loin, au début il faisait des œuvres très statiques comme ça, puis après il a animé son travail, un peu comme on a vu Noir Artiste, je ne sais pas si vous avez vu sur le mur là-bas de l'expo.
il commence, Noir Artiste, à animer son travail. Donc il travaille en 2D, hein, c'est même du crayon, de la mine de plomb sur papier, mais utilisez le digital, c'est-à-dire animez vos œuvres si ça vous intéresse en tout cas, mais vous pouvez le faire. Allez, on va se faire plaisir, on va regarder des petites choses. Oui, j'adore Alex Stephen Martin. Donc ça, c'est des artistes aussi, donc purement digitaux, que j'ai rencontrés, que j'ai connus. Non, je ne l'ai pas rencontré. Non, je l'ai connu sur les réseaux sociaux, sur Twitter par exemple. Et donc quand vous cherchez sur le mot-clé NFT, déjà sur ce mot-clé-là, sur Twitter, vous avez quasiment que des artistes. Alors que le NFT, je ne sais pas si vous le savez, mais peut s'appliquer dans l'industrie, peut s'appliquer pour les marques. On peut faire des cartes de fidélité en NFT, on peut faire plein de choses avec le NFT, mais ça marche très bien sur les artistes. Donc ça, c'est de l'art statique. Et puis vous avez cet artiste-là que j'adore, Clément Morin. Voilà, je vous montre. Et je trouve que, évidemment, c'est proche du film d'animation, mais il y a un truc en plus. Je trouve qu'il y a quelque chose de très artistique dans ça. Et on voit que les artistes qui viennent du graphisme, qui viennent du monde de l'animation, justement, entre guillemets, se lâchent dans leur art véritable, quand ils peuvent vraiment faire un art personnel. Je pense qu'ils vont plus loin, ils ouvrent les frontières, en fait. Contrairement à un cahier des charges d'une entreprise ou d'un film d'animation. Et ça, on le constate ici, c'est très fort. Alors, il est sur une plateforme qui s'appelle Super Rare. Je vous la montre comme ça. C'est une plateforme de NFT qui, contrairement à OpenSea, est fermée. C'est-à-dire que Super Rare, c'est vraiment comme une grosse galerie qui va faire de la curation, qui va dire moi je voudrais que tel et tel artiste propose ses œuvres sur ma plateforme. Et vous voyez que ça s'appelle Collect Digital Art et Buy and Sell NFT from the World's Top Artists. Et tout de suite, c'est très quali. Vous voyez, il y a une façon de présenter le travail qui est assez raffinée, élégante. Donc comme ça, je vous montre déjà un peu les places de marché. Et alors sur les grands artistes, on a parlé de Beeple, qui avant de faire, vous voyez, ça c'est le fameux The First 5000 Days, donc les fameux 5000 jours, il s'est fait connaître à la défaite de Trump par cette œuvre-là. Je vais vous le mettre en grand. Vous reconnaissez évidemment l'oiseau bleu qui est le réseau Twitter, évidemment. Donc ça, c'est à la défaite de Trump. D'ailleurs, Trump qui s'est fait virer de Twitter. Et ça, c'est un autre sujet. Tiens, justement, Trump s'est fait virer de Twitter, mais les talibans ont toujours droit à leur compte sur Twitter. Vous savez pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, les talibans ont droit à la liberté d'expression. Alors que Trump a fait de la manipulation d'élections, etc. Donc ça, c'est grave. C'est comme quand je mets l'origine du monde de Courbet sur Facebook, je suis censuré. La photo est supprimée. Parce que la nudité féminine est insupportable aux États-Unis. Alors que, en revanche, je peux mettre de la propagande Al-Qaïda, ça ne gêne pas Facebook, c'est liberté d'expression. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Facebook et Twitter sont centralisés. Hein, il y a un monsieur Twitter tout en haut, là, peut-être un jour Elon Musk sera monsieur Twitter, s'il réussit son OPA. Et donc, monsieur Twitter décide que ça ne lui plaît pas, et il vous vire du réseau social. Sachez qu'avec la blockchain, on est en train de faire des réseaux sociaux décentralisés, c'est-à-dire gérés par tous les individus impliqués dans le développement du réseau social. En fait, tous les gens qui participent au réseau social pourront faire un vote en disant est-ce qu'on le garde lui ou pas. Mais il y aura un vote de la communauté. Et ça va même plus loin, les réseaux sociaux décentralisés, c'est que dans votre wallet digital, donc ce petit logiciel dont je vous ai parlé, qui détient vos cryptos, vos NFT, vous pourrez détenir tous vos followers. Donc ça, c'est en train d'être mis en place. L'année prochaine, ça marchera bien, vous verrez. Vous créez un compte, et tous vos followers, au lieu d'arriver sur la plateforme, arrivent dans votre wallet directement. Et si vous êtes viré du réseau social, pas de problème, je prends mon wallet et je prends tous mes followers et je les remets dans un autre réseau social. Pourquoi? Parce que vos followers vont être des actifs digitaux et vous allez les posséder sur la blockchain en NFT. Donc c'est une révolution à plusieurs étages, comme la fusée Ariane. Alors moi j'adore Pâques. Je vous mets en grand. Voilà, Pac, c'est un artiste digital qui a cartonné l'année dernière.
Et je trouve ça, c'est très mathématique, assez poétique, c'est l'anneau de Moebius. Et derrière Pac se cache, derrière ce pseudonyme, on ne sait pas qui se cache d'ailleurs. On ne sait pas si c'est un individu ou un groupe d'ingénieurs ou un groupe d'artistes, on ne sait pas trop. Donc il maintient le suspense. Et pour autant, les gens adorent, s'intéressent beaucoup à Pac. Vous voyez comme on peut aussi, depuis Banksy, on connaît ça avec Banksy, on ne sait toujours pas qui c'est. Vous voyez que dans l'art digital, il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière un avatar. Et ça ne préoccupe pas tellement les collectionneurs. C'est pas très grave en fait de ne pas savoir. Pour autant qu'on puisse tracer les œuvres, donc avec les NFT on peut avoir une trace, et pour autant que l'artiste soit actif sur les réseaux sociaux. Alors il y a Xcopy, ça c'est du GIF animé, mais il fait ça depuis 10 ans, alors maintenant ça paraît un peu banal évidemment. Vous avez Fewoshoes. Alors lui c'est un gamin de 18 ans, et lui ce qu'il fait, il anime justement... en principe, ça bouge. Bon, là, ça bouge pas. Alors, il anime ses peintures. En fait, il fait de la peinture sur toile. Voilà. Il la prend en photo et avec des outils très faciles, des outils gratuits sur Internet, il peut animer ses créations 2D. Alors, c'est peut-être pas grand-chose, mais ça amène toujours un petit plus. Les collectionneurs aiment bien ça quand la toile est animée. Et vous voyez comme vous pouvez réfléchir à un double digital. C'est-à-dire que Fewoshoes vous propose ça à la vente en NFT, mais le tableau est chez lui, il garde le tableau. Mais ça, c'est toujours adossé au tableau, donc ça fait partie de l'histoire du tableau. À vous, artistes, d'imaginer une histoire aussi. À vous de proposer du storytelling à vos collectionneurs et d'expliquer pourquoi vous faites ça, et d'expliquer pourquoi le digital peut enrichir votre création physique. Oui, alors il y a Mad Dog Jones qui a fait ça, une photocopieuse, mais en fait, cette image-là était en interaction avec le temps, avec la durée de la journée de 24 heures. Donc vous voyez, là c'est la nuit, mais quand c'était le jour chez vous, donc vous achetez une œuvre, la nuit vous la regardez cette œuvre, elle est dans le soir, il fait nuit dans l'œuvre, et le matin vous vous levez, vous regardez l'œuvre, il fait jour dans l'œuvre. Donc ça c'est la magie aussi de la technologie et de la blockchain, vous pouvez faire des œuvres interactives qui vont réagir en fonction de la vie réelle. Vous pouvez jouer avec la pleine lune, si c'est la pleine lune par exemple, l'œuvre va faire ci et ça, etc. Donc il y a beaucoup d'artistes qui explorent ça, et il y a même aujourd'hui de l'art génératif. Donc les artistes font du code, et ce code va être envoyé sur une machine, et automatiquement la machine va générer une image, en fonction du code informatique. Et il y a même des artistes qui vont plus loin et qui intéressent, qui intriguent aussi leurs collectionneurs en disant « J'ai écrit du code, pour l'instant vous verrez rien, c'est que du code informatique, mais achetez-le en NFT, et au moment où vous achetez ce NFT, le code va générer une image et vous aurez la surprise de l'image. » Là, on rentre dans quelqu'un qui se dit « Tiens, j'aime bien cette démarche, j'achète quelque chose qui n'existe pas encore. » Vous voyez le truc. Mais il faut jouer avec ça, c'est vraiment chouette. Oui, Akatao, et puis Boss Logic, ça c'est moins intéressant. Trevor Jones, intéressant, artiste peintre traditionnel. Voilà, acrylique sur toile, il peint depuis très longtemps. Il a découvert les NFT il y a 2 ans. Et il s'est dit, tiens, je vais me connecter avec le monde de la crypto. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait je ne sais pas si vous le reconnaissez, lui. Il s'appelle Vitalik Buterin. Et c'est le fondateur de la blockchain Ethereum. Et vous reconnaissez le tableau? Picasso, 1920, le petit Paul, le fils de Pablo. Donc ça s'appelle le tableau de Picasso s'appelle l'Arlequin. Et en fait, il a plagié, enfin, il a fait un clin d'œil à ce tableau de Picasso en mettant Vitalik Buterin. Ici, c'est le logo d'Ethereum, alors que dans le tableau de Picasso, c'est juste du losange, en fait. Mais lui, il a mis le logo d'Ethereum, la blockchain. Et puis, il a mis une fusée ici. La fusée, c'est To the Moon. Hein. Tous les gens de la crypto connaissent To the Moon. Ça veut dire la crypto va s'envoler, etc. Bon. Donc, les peintres traditionnels font des clins d'œil à l'univers du NFT, à l'univers de la blockchain. Ça, c'est aussi intéressant pour se connecter à cette communauté-là. Ça, c'est de l'art génératif, voilà. Ce qu'on appelle les art blocks. Alors, phénomène incroyable dans les NFT, c'est les royalties. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a moyen de coder dans le smart contract. Alors, le mot est lâché. Sachez que derrière un NFT, derrière tous les NFT, il y a
un logiciel qui tourne sur la blockchain qui s'appelle un smart contract. Et quand vous codez ce smart contract, vous pouvez coder le fait de récolter des royalties, c'est-à-dire une commission sur toutes les ventes et les reventes de votre œuvre. Ça veut dire que moi, je peux vendre une œuvre en NFT et dire à chaque fois que cette œuvre va être revendue à un collectionneur, je vais prendre 10% du chiffre d'affaires de la revente. Donc ça, c'est absolument incroyable. C'est le fameux droit de suite qui est appliqué un peu en fonction des pays. En France, c'est des ventes à partir de 10 000 euros, où là, à ce moment-là, les ventes aux enchères, donc le commissaire-priseur doit prélever 2% de la vente pour donner à l'artiste. Mais en clair, l'artiste, il n'en voit jamais la couleur, ou alors il a déjà 65 ans et c'est plus le problème. Là, l'idée, c'est que l'artiste pourrait même donner un NFT gratuitement. Et le collectionneur, une fois qu'il va revendre cette œuvre, eh ben, l'artiste va commencer à toucher 10%. Mais je vous dis 10%, vous pouvez mettre 20%, vous pouvez mettre 30%. En fait, vous codez dans le NFT la faculté de percevoir des royalties. Et pendant toute la vie de l'œuvre, toute la vie du NFT. Si on imagine un jeune artiste de 25 ans qui commence ce système-là, et que sa carrière monte en puissance, et que les œuvres se revendent et se revendent, vous savez que le marché de l'art, c'est le principe, hein, c'est qu'il y a beaucoup d'échanges d'œuvres. Hein. Les œuvres passent de la galerie au premier acheteur, du premier acheteur au deuxième, au troisième, au quatrième, c'est comme ça que ça marche. Et si à chaque fois l'artiste peut gagner une commission, c'est énorme, c'est énorme. C'est-à-dire que l'artiste peut vraiment toucher les dividendes de tout son travail, de sa carrière, pour faire monter sa carrière. Les royalties, donc ça concerne aussi, parenthèse, hein, ça concerne aussi les marques. Par exemple, des grandes marques maintenant proposent des NFT. Une grande marque de maquillage, je crois que c'était Estée Lauder, qui vendait des NFT en disant il y a 10% de royalties qui iront directement à la Croix-Rouge, hein, évidemment, parce que Estée Lauder n'a pas besoin d'argent. Mais donc sachez que techniquement, vous pouvez coder le wallet, donc le wallet digital de la Croix-Rouge, par exemple, d'une association caritative, directement dans le smart contract. C'est-à-dire que l'argent va directement chez eux. Contrairement à aujourd'hui où l'argent va d'abord chez vous, et puis après vous dites je consens à donner une partie à la Croix-Rouge, etc. Donc là, c'est automatiquement géré par la blockchain. Ouais, alors le mot-clé, c'est communauté. Alors il y en a beaucoup qui m'appellent, qui me disent je vais lancer des NFT, je suis sûr que ça va cartonner. J'ai dit t'as combien de followers? Il me dit ah ben non, je n'ai pas de followers. Ah ben alors ça va pas cartonner. Parce qu'en fait, si personne ne sait que vous existez, si personne ne sait que vous avez fait des NFT, alors c'est pas le médium qui va faire le succès. C'est comme, je sais pas, il y a un siècle en disant je vais peindre sur de la toile en coton et je suis sûr que le fait que ce soit de la toile en coton, les gens vont acheter. Non, ça n'a aucun sens. Si vous n'avez pas de communauté, vous ne vendrez rien. Personne ne va s'intéresser à vous. Alors la communauté, elle se trouve où? Elle se trouve vraiment sur Twitter. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Je dirais que Instagram, c'est bien. Il faut avoir un Instagram. J'espère que vous avez tous un Instagram et que votre Instagram cartonne. Mais Twitter, c'est mieux pour les NFT, pour l'art digital. Et en fait, on s'aperçoit que sur Twitter, il y a maintenant aussi des collectionneurs traditionnels qui viennent. Il y a le monde de l'art qui est sur Twitter. C'est pourtant un vieux réseau social, mais qui a repris vraiment beaucoup de force et vigueur avec l'avènement de la blockchain, de la crypto et des NFT. Vous voyez aussi que la plupart des visuels, la plupart des photos de profil des personnes qui sont sur Twitter sont des NFT, sont de l'art digital, en fait, des avatars. Pour les spécialistes, ici, il y a un Bored Ape, les fameux singes dont vous avez dû entendre parler, qui sont... c'est comme ça que la presse vous parle des NFT en disant il y a ces petites images de singes, tout le monde se les arrache. En fait, on appelle ça des collectibles. C'est vraiment comme les collectionneurs de timbres. Et c'est vraiment comme si on comparait l'art moderne ou l'art contemporain avec des timbres postes. Franchement, c'est ça la différence. Donc quand quelqu'un vous dit « ouais, les NFT, c'est des collectibles », non, les collectibles, c'est comme les timbres postes. Oui, pourquoi pas, il y a des amateurs, c'est intéressant. Mais nous, on parle d'art. Hein, ça n'a rien à voir avec ça. Donc sur Twitter, il faut se connecter aux gens sur Twitter. Alors comment on fait? Je pense que vous le savez, sur les réseaux sociaux, likez les autres, commentez le travail des autres, dites que vous aimez, cherchez à interagir avec eux, dites-leur viens voir mon profil, tu verras, c'est sympa, etc. Passez du temps en fait là-dessus. Et en passant du temps, non seulement on se connecte aux autres, on fédère une communauté, on fait croître son profil, et on apprend beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses, on apprend ce que font les autres, et donc on sort de ces idées reçues,
On sort de son petit cocon, on sort de son atelier, on sort de ses idées reçues aussi, donc, et on se dit, ok, les autres font ça, tiens, il y a plein d'artistes, ils explorent la blockchain, ils explorent les NFT, ils explorent le digital. Allez-y, quoi. C'est vraiment là, vous allez apprendre plein de choses. On a vu sur les marketplaces, ça c'est ce qu'on appelle les différences de marketplace, donc de places de marché NFT. Vous avez les places libres, je dirais ouvertes à tous. C'est OpenSea et Rarible, par exemple, les plus connus. Donc OpenSea, on a vu rapidement, tout le monde peut placer son NFT sur OpenSea ou sur Rarible, tout le monde. Mais à la fois, comme tout le monde peut y aller, c'est un peu la foire fouille, hein, c'est un peu le eBay du NFT. C'est pour ça que les gens ne vont jamais sur OpenSea, page d'accueil, pour dire tiens, aujourd'hui j'aimerais voir de l'art digital, je vais aller sur OpenSea. Non. Les gens qui se disent tiens, ce matin j'aimerais bien aller voir de l'art, physique ou digital, je vais sur un réseau social. D'ailleurs, sur Instagram, moi ça fait 8 ans que je vais sur Instagram, tous les jours je vais checker des nouveaux artistes sur Instagram. C'est comme ça que je les découvre. C'est comme ça que je suis au courant des expositions en galerie. Et c'est parce que j'aime des artistes sur Instagram que je me déplace physiquement pour aller les voir. Et la première chose que je leur dis, je t'ai envoyé un message sur Instagram, c'est moi, tu te souviens, gna gna gna. Et d'ailleurs, autre parenthèse, Instagram a tout changé pour moi et pour d'autres artistes parce que enfin, pour la première fois, des gens qui m'achetaient des œuvres en galerie me contactent sur Instagram en disant j'ai acheté un tableau de vous, regardez, il est là sur mon mur avec mon joli canapé rose. Le canapé, je suis pas sûr, mais l'œuvre elle est bien. Et je suis ravi quoi, parce que enfin j'ai un contact avec des collectionneurs, ce qui était exclu avant. La galerie, croyez bien, pour ceux qui savent, la galerie protège bien ses collectionneurs et vous dit pas du tout qui a acheté votre travail. Donc ça, c'est un peu la magie aussi pour moi des réseaux sociaux et avec les NFT encore plus, parce que ça crée un lien encore plus fort. Après, il y a le problème des galeries qui vous disent oui, mais tu vends tes NFT dans ton coin, mais j'aimerais que tu les vendes via la galerie. Et là, hein, ça pose d'autres problèmes. Hein. Alors vous avez les places restreintes comme Super Rare. On a vu Super Rare, qui est une place restreinte, curatée, c'est-à-dire qu'il faut être agréé par Super Rare. Alors qu'il y a Maker's Place, il y a Nifty Gateway, il y a Non Origin, il y en a plein maintenant. Ce qui veut dire que là, en revanche, si vous voulez vous initier à l'art digital, allez plutôt sur Super Rare, par exemple, ou sur Non Origin. Parce que là, il n'y a que de la qualité. En tout cas, que de la qualité. En tout cas, des artistes qui ont été sélectionnés, triés sur le volet, etc. Ça veut dire quoi un artiste sélectionné? Ça ne veut pas dire que ce qu'il fait est forcément génial, hein, mais ça veut dire qu'au moins, il a un parcours d'artiste. Il a une histoire, il a un discours sur son travail, etc. C'est ça ce qu'on appelle un artiste sélectionné. Et puis vous avez des places propriétaires, alors ça c'est pour le foot, hein. Sorare c'est les cartes de foot, et puis des places comme pour Binance, mais ça c'est pas intéressant. Et alors j'ai appris, là je voulais vous parler de CalArt, mais j'ai appris qu'aujourd'hui il y a une autre plateforme qui s'appelle, le nom m'échappe, qui s'appelle ouais, c'est ça. Alors c'est un peu comme CalArt. Moi je connais CalArt, c'est une initiative française. C'est une plateforme NFT où on paye en carte de crédit. On paye en euros. Et on n'a pas besoin d'un wallet crypto. Alors CalArt c'est les premiers, il y a 1 an qui font ça, mais maintenant je crois qu'il y en a plus, de plus en plus d'ailleurs. Et c'est pas mal pour commencer à explorer. Moi je ne recommande pas tellement de faire ça. Moi je pense qu'il faut explorer le monde Ethereum. Il faut un peu se forcer à comprendre cet univers technique. Parce que quand on le comprend, on maîtrise mieux les implications. Je trouve que c'est plus riche intellectuellement de comprendre cet univers-là. Mais en tout cas, pour les artistes qui n'ont vraiment pas du tout envie d'aller là-dedans, alors vous mettez une image, c'est comme sur Le Bon Coin ou sur eBay, vous mettez votre image, votre carte de crédit et vous récoltez des euros. Si le NFT est vendu, vous gagnez directement des euros et puis voilà. Alors moi j'aime beaucoup cette place de marché et ça me permet de vous parler d'une autre blockchain. La place de marché s'appelle Objkt. En fait ça s'écrit objkt.com et c'est une place de marché sur une autre blockchain qui n'est pas Ethereum et elle s'appelle Tezos. T-E-Z-O-S. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que, vous voyez le hashtag ici? Le hashtag c'est Clean NFT. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un NFT qui ne détruit pas la planète. Parce que vous avez forcément entendu parler de comme quoi la crypto, la blockchain, ça détruit la planète, ça génère du CO2 qui réchauffe la Terre. En fait, on vous parle, il faut préciser quelle crypto et quelle blockchain fait ça.
Tout le monde parle du Bitcoin, qui est effectivement une blockchain très énergivore, où il faut beaucoup d'électricité. Mais elle ne nous concerne pas du tout pour les NFT, parce qu'il n'y a pas de NFT sur Bitcoin. Et d'ailleurs, on n'a pas besoin de Bitcoin pour les NFT. Donc ça, c'est un autre problème. Nous, ce qui nous concerne, c'est Ethereum. Et notamment, alors Ethereum maintenant est passé à changer de consensus. C'est-à-dire que maintenant, Ethereum dépense 99,9% de moins d'électricité qu'avant. Là, depuis un mois. Donc on peut dire que maintenant, Ethereum est vraiment une blockchain verte, à peu près. Tezos, c'est une vraie blockchain verte, parce qu'elle utilise, je crois, encore 100 fois moins d'électricité. En fait, elle utilise l'électricité d'une pile pour les jouets, quoi, en fait. Donc elle utilise très 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 peu d'électricité. Donc tous les artistes beaucoup d'artistes en tout cas, se sont précipités là-dessus et ont mis sur Twitter mon NFT est clean. Voilà, il est pour l'environnement, il ne génère pas de CO2, ou alors très très peu. Et sur cette place de marché, donc justement comme Tezos fonctionne avec peu d'électricité, il y a très peu de frais. Oui, parce qu'à chaque fois qu'on minte un NFT ou qu'on en achète un, il y a quand même des frais de réseau. Hein, c'est comme, je dirais, c'est comme un péage d'autoroute. Hein, vous utilisez le réseau, vous devez payer. Les frais sont très très réduits sur Tezos, c'est de l'ordre de quelques centimes. Hein, acheter un NFT. En plus sur Tezos, donc comme c'est très très faible, vous avez des œuvres à, je vous dis, 1 euro, 2 euros, 3 euros, explorez quoi. Franchement, vous n'allez pas vous ruiner. Et les frais de transaction, c'est quelques centimes. Donc c'est une blockchain qui cartonne. Et c'est un site web qui cartonne, donc cette place de marché, parce que les artistes peuvent expérimenter. Et puis les acheteurs, les collectionneurs peuvent essayer avec 1 euro d'acheter un NFT. Alors il vous faudra un wallet propre à la blockchain Tezos. Hein, il faut un wallet par blockchain. En théorie, ça va s'améliorer. Sachez que là, ce qu'on se dit aujourd'hui, on est des pionniers. Hein. On est quelques milliers en Belgique à se dire ça, quelques milliers en France aussi. Pour l'instant, on est vraiment pionniers. Hein. L'adoption massive arrivera via le téléphone. C'est-à-dire qu'en fait, progressivement, sur les téléphones, il y aura un wallet crypto, il y aura des NFT. Tout ça sera facilité avec ça, en fait. Mais moi, je vous encourage à explorer déjà de votre ordinateur, à déjà essayer de comprendre ce qui se passe. Comme ça, vous prendrez de l'avance, d'abord sur les autres, vous ne serez pas en retard. Et vous pourrez vous-même proposer des solutions. Je ne sais pas, si vous êtes plusieurs artistes, on pourrait se regrouper entre artistes, faire une place de marché, qui ait une thématique particulière. Vous voyez, prenez de l'avance par rapport aux autres. Parce que les autres vont suivre. Alors sur le physique et digital, je vous parle des expériences de musée. Ça c'est chouette, par exemple, le British Museum a commencé les expérimentations l'année dernière avec Okuzai. Donc ils ont fait une grosse expo Okuzai, vous savez, la fameuse vague. En fait, ce qu'ils font, les musées, c'est qu'ils prennent des photos haute définition des œuvres. Et cette photo haute définition, elle est proposée en NFT tout simplement. Alors quand vous êtes un collectionneur et que vous achetez ça, vous voyez ici, vous avez donc Degas. D'ailleurs sur Degas, je ne sais pas si vous êtes allé au musée d'Orsay voir les pastels de Degas, un pastel c'est ultra fragile. En principe, tous les pastels sont carrément dans les caves des musées parce qu'ils ne peuvent pas les exposer parce que ça craint la lumière, ça craint l'humidité, ça craint tout. Orsay, j'ai pu voir quelques pastels de Degas, mais ils sont vraiment dans la pénombre, avec une grosse vitre devant. C'est pas très agréable. Donc ici, on peut au moins voir toute la collection des pastels de Degas. On les voit sur son écran, mais c'est déjà pas mal. Vous voyez qu'ici, il y a une édition de 160, c'est 0,2 Ether, ça c'est le symbole de Ether, et puis ça fait 349 €. Alors l'avantage de ça, c'est qu'il y a de l'utilité derrière ça. En général, le British Museum, quand ils vous vendent un NFT, donc vous avez accès à l'image, vous soutenez le musée, n'oubliez pas que les musées avec le Covid ont perdu 70% de leur chiffre d'affaires. Alors nous, en Europe, les musées sont protégés par l'argent d'État. Mais en Angleterre et aux États-Unis, il n'y a pas d'argent d'État. Donc les musées ont dû vendre des œuvres pour passer la crise Covid. Donc le British Museum, quand ils ont fait ça, ils l'ont dit par communiqué de presse, ils ont dit, nous, on était au bord vraiment du gouffre. Les NFT nous ont permis de renflouer le musée de plusieurs millions de livres sterling. Donc ça a très fort marché. Donc vous soutenez un musée, et puis quand vous avez le NFT British Museum, enfin le NFT Degas, vous accédez à une soirée privée au British Museum. Avec le directeur du musée qui vous reçoit, cocktail, vous êtes seul dans le musée, etc. Donc vous voyez que le NFT peut aussi permettre d'abord de vous connecter à un musée, connecter à un artiste, rentrer dans une soirée privée, mieux comprendre l'univers de l'art, etc. Il y a plein de choses derrière ça. Alors ça aussi j'adore, donc ça Pascal Boyard, artiste de street art français, son avatar c'est P-Boy. Et là l'expérience, l'exploration est géniale parce que
voyez, vous reconnaissez dans le jugement dernier, il y a des fenêtres là. Bon, parce qu'on n'est pas du tout à Rome, hein. En fait, ça, c'est dans la banlieue parisienne. En plein confinement, Pascal Boyard a investi un grand mur abandonné dans une vieille, je sais pas quoi, une vieille fonderie, je sais plus quoi, et il a repeint intégralement la fresque de Michel-Ange. Ce que vous voyez ici, c'est des petits numéros qui ont été ajoutés sur Photoshop. Donc en fait, il faut imaginer que cette fresque en vrai, hein, dans la banlieue de Paris, sans les petits numéros, parce que ça a été ajouté après, hein, il a refait la fresque. Et pourquoi il a mis des petits numéros? Parce qu'en fait, il y a 400 personnages dans cette fresque. Et chaque personnage fait l'objet d'un NFT. Donc il a vendu 400 NFT. Vous voyez que le prix maintenant cartonne, c'est 50 €. Donc il faut multiplier 50 par 1300 pour avoir une image. Pourquoi je vous montre ça? Parce que les street artistes, depuis toujours, sont désespérés parce que leur rêve, c'est de peindre dans la rue. Mais à aucun moment, un street artiste ne peut vivre de son travail. Qui va acheter une fresque dans la rue qui va être dégradée, voire même recouverte? Eh bien, avec ça, maintenant, Pascal Boyard a envoyé un immense message à la communauté des street artistes en disant « Continuez de vous éclater sur les murs, c'est très bien, tant qu'à faire des murs autorisés, hein, on est d'accord, ce qui était le cas ici, mais proposez à vos collectionneurs de vous soutenir, quoi, en achetant la photo de votre fresque. Et encore mieux, en achetant peut-être une partie de la fresque. » Pourquoi? Parce qu'il y a un peu la théorie des jeux là. Quand on aime Pascal Boyard, on joue un peu, on se dit tiens, j'ai acheté celui-là, puis j'aimerais acheter l'autre. En fait, il y a l'instinct de la collection, ok? Et puis on soutient l'artiste. Et puis ça fait connaître l'artiste parce que la presse en a parlé de ça, parce que le système est assez génial. Et puis il a fait une vidéo aussi. En fait, cette fresque s'appelle The Underground Sixtine Chapel. Et puis les collectionneurs se connectent entre eux. Ils vont sur Twitter, ils disent ah tiens, moi j'ai acheté celle-là, et l'autre dit ah mais moi j'ai acheté celle-là. Donc, il fédère une communauté de collectionneurs grâce à ça. Ce qui est énorme, parce que pour un artiste traditionnel, moi, mes acheteurs, ils ne se connaissent pas. Et à aucun moment, ils vont se connecter entre eux. Alors oui, peut-être sur Instagram, ils vont dire « Ah, mais je vois que tu as un tableau de Benjamin, ben moi aussi j'ai un tableau de Benjamin. » Ok, ça peut un peu marcher, mais là chacun a un bout de la fresque. Vous voyez, les collectionneurs sont connectés par la fresque, en fait. Ah, il faut que je conclue. Je m'emporte, désolé. Alors ici, Daniel Arsham fait de la sculpture traditionnelle, donc je viens de vous montrer une sculpture, et il fait le double digital de sa sculpture en vidéo. Et je ne suis pas particulièrement fan de ce travail, mais c'est pour vous montrer la démarche d'un sculpteur qui dit « Moi maintenant mes sculptures, je vais les modéliser. » Alors c'est pas, il fait toujours de la sculpture, hein, une fois de plus, hein, mais il fait aussi du digital. Et pourquoi je vous montre ça? Parce il se met dans la peau d'un cinéaste. Il dit, moi je voudrais qu'il y ait un mouvement de caméra comme ci, comme ça, autour de ma sculpture. Je voudrais qu'il y ait un loft derrière, je voudrais qu'il y ait un jardin japonais, je voudrais qu'il fasse gris, je voudrais ceci, je voudrais cela. Et en fait, l'artiste traditionnel avec le digital met en scène son travail et devient cinéaste. Et puis oui, je voulais vous parler de Damien Hirst aussi. Je finis sur lui. Le grand Damien Hirst, on aime, on n'aime pas, mais quand même, il pousse les frontières. Il a fait 6000 œuvres comme ça, non 6000 ou 10 000, je ne sais plus, des papiers comme ça, vous savez. Et il trempe son pinceau dans la couleur et il fait des taches de couleur. Il a fait 10 000 photos de ces 10 000 papiers. Les 10 000 photos sont devenues 10 000 NFT, qu'on pouvait acheter évidemment. Et il a dit, attention, il y a une règle du jeu, dans 3 mois ou dans 6 mois après la clôture de la vente des NFT, il faudra choisir si vous gardez le NFT digital, ou si vous gardez le papier, ou si je vous envoie le papier. L'idée, c'était qu'en fait, soit vous gardiez le NFT digital sur votre ordi, et à ce moment-là, Damien Hirst brûle le papier, qui correspond à l'image, ou alors vous dites à Damien Hirst, non, donne-moi le papier, mais alors lui, brûle le NFT. En fait, brûler un NFT, ça veut dire désactiver le NFT sur la blockchain. Moi, je ne rentre pas dans le détail, mais ça existe. Et donc, figurez-vous que ça y est, on a les résultats, c'est 50-50. 50% des collectionneurs ont gardé le NFT et Damien Hirst a brûlé les papiers. Sur YouTube, vous trouvez Damien Hirst qui brûle ses papiers. Vous verrez la vidéo. Il les brûle dans les flammes. Et la moitié ont... qu'est-ce que j'ai gardé? La moitié ont gardé le papier et le NFT a été brûlé. Voilà. Je vous remercie.
Ah oui, j'ai une formation sur art et NFT que vous trouverez sur nftformation.art. Voilà. Merci Benjamin. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, des réactions? Est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Moi, j'ai une petite question sur les collectionneurs. Quel est le profil de vos collectionneurs de NFT? Ah ouais, bah bonne question. Ah bah, ils sont tous pour l'instant anglo-saxons, hein, clairement. Hein. Ils sont tous aux États-Unis, en Angleterre. Ouais, États-Unis, Angleterre. Ouais, clairement, pour l'instant, c'est quelque chose de très localisé. En revanche, les artistes qui vendent beaucoup de NFT, j'en connais plein en France, en Belgique, en Europe. Mais je sais que les collectionneurs d'art traditionnel, maintenant, regardent ça de près, s'intéressent vraiment beaucoup. Mais il y a un peu une barrière, une barrière technologique, encore un peu. Ouais, en Europe. Ouais. Et c'est pas qu'une question d'âge d'ailleurs, parce que je sais que j'ai des acheteurs de NFT aux États-Unis, mais qui ont plutôt la quarantaine, voire même 50. Donc il n'y a pas cette barrière de l'âge où on imagine que on est plus habile quand on a 25 ans que 50. En fait, non. Même pas du tout, d'ailleurs. Et c'est vrai aussi pour les institutions culturelles. Vous avez donné l'exemple du British Museum. Ouais. Est-ce qu'il y a l'exemple au Louvre, par exemple, où on pourrait faire un... Non, le Louvre, je crois qu'ils n'ont rien dans les cartons encore là-dessus. Le MoMA a un gros projet NFT. Donc le MoMA, figurez-vous que j'ai appris que le MoMA allait vendre un Matisse, un Picasso et un Renoir pour libérer 20 millions de dollars ou 30 millions de dollars pour acheter de l'art digital en NFT. Ouais. Donc les musées vraiment vont à fond là-dedans. Mais des Picasso, ils en ont plein. C'est pas parce qu'ils en vont en vendre un, ils en ont quand même une soixantaine, je crois. Oui. Il y a une question? J'ai une question qui est assez confuse quelque part, puisque la dématérialisation de l'œuvre physique me gêne un peu. Bah, j'aime bien l'NFT en lui-même, c'est-à-dire avoir de l'art digital, mais je ne voudrais pas que celle-ci prédomine sur l'art physique, même si vous me dites, tu fais une vidéo, mais c'est comme si on me disait, parle avec une personne ou avec son image. En vidéo, je peux colloquer, bien sûr, mais ce n'est pas la même chose. Toucher la personne, la regarder, c'est encore autre chose. Pour moi, ce sont deux démarches qui pourraient aller d'une manière parallèle, mais ce qui m'inquiète, c'est que l'art digital va prendre comme si c'était le futur. Donc, chaque fois que le futur arrive, il nous emballe. Et qu'est-ce qu'il va être de la pitié de Michelangelo? L'émotion que je prouve face à l'œuvre n'est pas la même chose que face à une très belle vidéo. C'est autre chose. Alors, les faits vous donnent tort. Je suis désolé de vous le dire. Les faits vous donnent tort. Prenez Michel-Ange, très bon exemple. Le musée des Offices à Florence, il y a 1 an et demi, a fait une photo haute définition du Michel-Ange, vous savez, en cercle comme ça. C'est une trinité, une Marie avec l'enfant Jésus, dans un tableau en cercle. Et ils ont fait une photo haute définition. Ils l'ont vendue en NFT, 120 000 €, je crois, à une jeune Romaine de 30 ans. Et toute la sphère NFT sur Twitter tweetait, vous avez vu le Michel-Ange, NFT, et les gens disaient, c'est quoi Michel-Ange? Je ne savais même pas qu'il y avait un musée des Offices à Florence. Et donc, cette initiative-là a intéressé des jeunes de 20 ans au musée des Offices et à Michel-Ange. Et en fait, on s'aperçoit que finalement le digital, et en fait c'est vieux comme le monde, c'est-à-dire que l'arrivée d'Internet, ça a été terrifiant pour les gens. Les gens pensaient qu'Internet allait tout détruire. Les gens pensaient que la micro-informatique en 1988 allait tout détruire, qu'on allait devenir des robots comme dans 1984. Les gens pensaient que Facebook allait nous annihiler. Les gens pensent aujourd'hui que la blockchain va etc., etc. Et en fait, c'est en permanence, le téléphone aussi, on va être tous surveillés par ça, etc. En fait, vous avez raison, la technologie fait toujours peur. Parce que on pense que la technologie va manger le réel. Et en fait, on oublie une chose, c'est l'adaptation, la faculté d'adaptation des humains. Tiens, je vais raconter une histoire. 1920, aux États-Unis, les postes radio arrivent dans les foyers américains. Vous savez, les gros postes de radiophonie, là. Eh bien, figurez-vous que la presse s'est déchaînée contre ces postes de radio en disant quoi? Les petits Américains ne sortent plus de chez eux. Ils écoutent le baseball chez eux à la radio. C'est la mort de l'avenir de l'Amérique. Permettez-moi, oui, peut-être je n'arrive pas à m'expliquer, mais ce que je dis, si vous êtes face à l'œuvre de l'art, l'œuvre en elle-même, vous avez une émotion.
j'ai une émotion en face de vous, j'en aurai une autre. Merci. J'en aurai une Je suis disponible après la conférence. quand vous voulez, le café là. Donc, c'est une émotion, il y a quelque chose qui se passe. Après, je peux avoir beaucoup d'amitiés virtuelles, de gens que je n'ai jamais rencontrés, et ça se passera mieux qu'avec mes amis réels. Je ne suis pas en train de discuter ça, mais je dis que ce sont quand même deux choses différentes. Le digital ne mangera pas le réel, mais va transformer le réel. Donc, le réel de l'art actuel et tout le passé va être autre chose, forcément, parce que tous ceux qui naissent maintenant, ils sont habitués à l'image vidéo, mettons n'importe quel enfant. Oui, forcément, il n'a jamais vu la statue de Michel-Ange si on ne l'a jamais mis en face, puisqu'on leur montre que le digital. C'est autre chose. Je n'ai pas peur du digital, je n'ai pas peur du futur, mais je pointe dans tout ce beau futur qui nous attend, et je ne le discute pas, je pointe ce risque-là. Alors, moi je comprends, mais il y a deux sujets dans ce que vous dites intéressants. Il y a le sujet de l'émotion face à une œuvre digitale, donc il y a le sujet de l'émotion. Est-ce qu'on peut avoir une émotion? Ça, c'est à chacun de se dire, tiens, j'ai une émotion, mais surtout quand vous avez une émotion dans le digital, ne commencez pas à comparer vos émotions en disant, mais par rapport à mon émotion dans le réel, qu'est-ce que ça fait? C'est vraiment comme un message Instagram ou un email que vous recevez d'un ami. Vous avez une émotion, certainement, quand vous ouvrez l'email, qui n'a rien à voir avec l'émotion quand vous voyez cet ami, on est d'accord? Donc vous avez, vous, l'habitude de gérer deux types d'émotions, l'émotion devant l'écran et l'émotion devant un humain. Après, deuxième question intéressante, ça, vous soulevez quelque chose d'intéressant sur le fait que, est-ce que le digital va transformer le réel? Ça, c'est intéressant parce qu'avec la réalité augmentée, par exemple, dans les musées, ils explorent la réalité augmentée où on regarde une statue de Michel-Ange, mais on met son téléphone devant et la statue commence à bouger, quoi. Effectivement. Alors, est-ce que ça permet de s'intéresser à Michel-Ange? Moi, je pense. J'en sais rien. Ça, franchement, on plonge dans l'inconnu. On plonge dans l'inconnu. Après, vous disiez, est-ce que le beau futur qui nous attend? J'en sais rien du tout. Moi, je suis un messager. Moi, je vous dis ce que je vois, ce que je constate. Je vous dis les technologies qui arrivent. J'en sais rien si c'est pour le bien de l'humanité ou pas. Ça, franchement, je ne suis pas philosophe. Ramenez ça chez vous. Réfléchissez à ça. Dites-vous, est-ce que c'est bien pour l'humanité ou pas? Moi, j'en sais rien. Je crois que c'est une belle conclusion. Merci. Du coup, je vous propose de passer à la suite. On vous donne rendez-vous dans 10 minutes juste à côté pour une petite visite de l'expo. Donc, je vous rappelle, on a 5 artistes, Emmanuel Selva, Laurence Vray, Emeline Duval, et également Artecom qui est là avec Frédéric Durieux et Nathalie Hérin. Leur travail sur la réalité augmentée et ce dont on a parlé tout à l'heure, de l'art génératif. Et ensuite, tout au bout là-bas, on a Noir Artiste qui est là avec également une galerie virtuelle, donc réalité virtuelle, ce qui vous permet d'avoir un panel des différentes pratiques actuelles et évidemment à chaque fois les NFT associés aux œuvres. Voilà, merci Benjamin pour cette super conférence et je vous propose aussi de poursuivre vos discussions à côté avec évidemment Self Bar qui peut vous rafraîchir avec du vin ou de la bière. Merci.